Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Lancement des travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel à Ali Sabieh, projet donc qui est mené par le ministère de la Culture. Et en Syrie, l'Union européenne refuse de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Bonsoir à tous et merci à vous de nous rejoindre. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Sergueï Kuznetsov. L'entretien donc s'est déroulé en présence du directeur du cabinet et du conseiller de l'ambassadeur. Après les traditionnels mots de bienvenue, l'ambassadeur russe a fait savoir au chef de l'hémicycle qu'il était venu donc dire ses adieux, mais également le remercier pour l'excellence des relations entretenues durant sa mission. Il a aussi apprécié la bonne coopération qui prévaut entre les deux pays, en particulier entre les parlements respectifs. Il a par la suite souligné qu'il espère que dans l'avenir, il y aura plus d'échanges entre les parlements russes et djiboutiens, et cela dans le cadre de l'amitié et de la coopération entre les représentants des deux peuples. Et pour sa part, le président Ahmed a remercié donc l'ambassadeur Sergueï qui n'a jamais ménagé ses efforts dans le renforcement des relations et des engagements entre les deux pays, et ce à tous les niveaux. Le diplomate russe a profité de cette occasion pour inviter le président de l'Assemblée nationale et les membres du groupe d'amitié Djibouti-Russie à participer au deuxième forum international parlementaire ainsi qu'à la conférence internationale parlementaire Russie-Afrique qui se tiendront donc à Moscou et à Sotchi très prochainement. La commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie donc ce mercredi, présidée par le député Kaltoum Farah Saïd. La séance de travail avait pour ordre du jour l'examen de 4 projets de loi. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Moumin Ahmed Cheikh. Projet de loi donc numéro 46 modifiant et complétant le code de procédure civile. Projet de loi numéro 47 modifiant et complétant le code civil. Projet de loi également portant modification de la loi portant le crédit bail et projet de loi modifiant et complétant la législation en matière commerciale. À l'issue de leur discussion soutenue avec les représentants du gouvernement, les législateurs ont émis leur avis favorable après les éventuels amendements qui ont été soulevés en vue de l'adoption des projets de loi lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui la visite de Cheikh Mansour Ben Moussallam, président de la Fondation pour l'aide à l'éducation. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP ainsi que de hauts cadres et responsables du ministère et du directeur des plans et programmes pour l'ERF, Jean-Manuel. Cette rencontre qui fait suite à une première visite officielle du président de l'Education Relief Foundation durant le mois de janvier a été l'occasion pour le ministre et le président de l'ERF de lancer un projet pilote d'éducation équilibrée et inclusive au profit des écoliers de notre pays. Ce projet, rappelons-le, s'appuie sur une approche de l'éducation qui insiste sur l'importance de l'équilibre et de l'inclusion dans les programmes proposés aux jeunes. Son travail repose notamment sur 4 piliers: l'intraculturalisme, transdisciplinarité, dialectisme et contextualité. C'est un projet qui est cher autant au MENFOP qu'à l'ERF qui ont mis en place un comité technique mixte pour la mise en œuvre de ce projet qui promeut l'éducation inclusive et équilibrée. Après Dikil, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barré, s'est rendu donc lundi au chef-lieu de la région d'Ali Sabieh. Le ministre était donc à la tête d'une importante délégation, forte de plusieurs de ses principaux collaborateurs. Lors de ce déplacement, le ministre des Affaires musulmanes a parrainé la cérémonie de distribution de la zakat et de la 4e dernière tranche des cotisations du parrainage de l'année 2018. Cette action de bienfaisance a eu lieu en présence du directeur du Diwan des Biens Warf, et du directeur de la fondation du Diwan al-Zakat, du directeur de la culture ainsi que de hauts cadres et responsables de son département. Autre activité importante toujours dans la ville d'Aska, le ministre Barré a par ailleurs procédé au lancement des travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel national. Ces assises, qui ont pour objectif donc d'inventorier les pratiques culturelles ancestrales, avaient réuni les chefs coutumiers, des religieux, des artisans, des jeunes, des détenteurs de la tradition orale et d'autres acteurs des milieux traditionnels.
Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf est intervenu au cours de ces deux événements concernant le lancement du Diwan al-Zakat, et notamment la dernière tranche des cotisations du parrainage de l'année 2018. Moumin Hassan Barré a rappelé que la période de la Zakat approchait et qu'il est nécessaire de prendre les dispositions qui s'imposent. Il a également souligné l'importance de cette obligation religieuse de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin et en particulier les orphelins. Et dans un second volet concernant le lancement des travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel national, le ministre Moumin Hassan Barré a exhorté les habitants de la région d'Ali Sabié à participer massivement et sérieusement à cette vaste consultation qui s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration de la politique culturelle nationale. Puis, il a rappelé les définitions des aspects multiples du patrimoine culturel avant de passer en revue les réalisations initiées par l'exécutif dans la sauvegarde des traditions culturelles du peuple djiboutien. Il a également mis l'accent sur la mise en œuvre prochaine des projets de la grande bibliothèque, des archives nationales et du musée national. À ce propos, le ministre a convié l'ensemble de la population de la région à rassembler des objets ancestraux qui feront partie des collections du futur musée. La Commission nationale de conciliation fiscale a tenu sa 3e réunion aujourd'hui au siège de la médiature. Lors de cette réunion, 3 points ont été à l'ordre du jour. Le communiqué a diffusé pour la sensibilisation de la Commission qui a été validé. 2 cas de litige domaniaux ont été examinés et la première étape de la tournée de sensibilisation de la Commission dans les régions de l'intérieur qui a été fixée au dimanche 21 avril prochain et qui débutera par la région d'Arta. Toujours en nouvelle nationale, la mairie de la ville de Djibouti a organisé ce matin une réunion de travail sur la remise de récépissés aux membres des conseils de quartier avec les présidents des communes et le président des conseils de quartier. La cérémonie qui a été présidée par la maire de la ville de Djibouti, Fatma Awal Ousmane, a vu la participation des présidents des communes de Boulaos et de Razdika. Le rôle des conseils de quartier est primordial dans la promotion d'une gestion participative renforçant la démocratie locale. Les conseils de quartier sont des chevilles ouvrières dans la consolidation du lien social, de la solidarité et surtout de la cohésion fondatrice de la concorde et de l'unité nationale. Les présidents des communes et de Boulaos et de Razdika ont tour à tour rappelé l'objectif de cette cérémonie qui est la concrétisation d'une meilleure décentralisation. Ils ont exhorté tous les membres du conseil de quartier à redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs de développement des communes. Et prenant la parole à son tour, la maire de la ville de Djibouti, Fatma Awal Ousmane, a mis en exergue l'engagement et le rôle de son département en faveur du développement des quartiers. Nous sommes, a-t-elle dit, à la disposition de toutes les communes pour travailler main dans la main et ainsi promouvoir le développement des quartiers. Elle a par la suite souligné le rôle crucial des conseils de quartier, considérés comme le socle de la vitrine de tous les quartiers des communes de la capitale. Et dans le reste de l'actualité, l'école yéménite de Djibouti a organisé hier soir au Palais du Peuple une cérémonie consacrée à l'adieu de la 28e promotion d'élèves de la classe de terminale et la clôture des activités scolaires de l'année 2018-2019. Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti et Abdallah bin Moussallam al-Sourati, l'ambassadeur de Palestine à Djibouti, Kamel Ghazaz, le président du conseil d'administration, Messar Mohamed Saif, et le président du conseil des parents, Abdurrahman Ahmed Taha, en plus du directeur de l'école, Abdurraqib Mohamed Ali. Le directeur de l'Institut islamique de Djibouti, Cheikh Atir bin Suleiman al-Hamdi, et le directeur du centre du roi Abdulaziz à Tadjoura ont également assisté à l'événement annuel. Au cours de cet événement, les étudiants ont introduit des chants et des danses traditionnelles ainsi que des poèmes en exprimant leur gratitude envers l'administration de l'école et les enseignants. Il convient également de noter que le nombre d'étudiants dans cet établissement pour l'année scolaire 2018 est d'environ 900 étudiants. Le nombre d'élèves ayant obtenu leur diplôme d'études secondaires au cours des 3 dernières décennies dépasse les 1000 élèves selon le directeur de l'école, Abdurraqib Mohamed, rappelant que l'école yéménite de Djibouti contribue incontestablement à l'avancée de la langue arabe dans notre pays depuis sa création, c'était en 1991.
Et le directeur de l'école, Abdelrahim Mohamed Ali, a exprimé dans son intervention ses félicitations à l'égard de la 28e promotion d'élèves de la classe de terminale qui ont terminé leur cursus avec succès. Il a passé en revue les efforts de l'école yéménite à Djibouti depuis sa création afin de fournir une bonne éducation pour les générations émergentes. Abdelrahim Mohamed a également souligné le soutien constant du Conseil des parents et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui apporte à l'école ce qui lui a permis de jouer correctement son rôle. Direction la ville blanche, cette fois où le centre islamique du roi Abdelaziz de la région a organisé la célébration de fin d'année scolaire. Cette cérémonie a été également marquée par le pot de départ du directeur Hassan Mohamed Assalimi qui a mis fin à ses 4 années de service dans la région. Une compétition de récitation du Saint-Coran afin également de récompenser les lauréats. Ainsi, 9 jeunes ont participé et ont été récompensés. Étaient également présents pour cette cérémonie le préfet de la région Abdelmalik Mohamed, le chef de corps de l'armée, le colonel Ali Shehem, les notables, les autorités régionales et enfin les parents d'élèves. Fait divers donc pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, les gendarmes de la brigade d'Ambouli ont entamé une opération d'envergure visant à démanteler un réseau de trafic d'êtres humains. En effet, des jeunes habitants du quartier Ambouli ont été employés par un trafiquant d'êtres humains pour rassembler les ressortissants éthiopiens voulant migrer vers les pays du Golfe dans un domicile situé à Ambouli, moyennant une somme de 1000 francs par personne. Ensuite, les migrants sont acheminés à Al-Hiba pour passer le relais à un passeur des migrants clandestins. Ce dernier se charge donc de leur acheminement vers Obok, où un membre du réseau les prend en charge. Dans ce contexte, hier donc, les gendarmes de la brigade d'Ambouli ont lancé la phase interpellation, au cours de laquelle les 3 principaux commanditaires de ce réseau ont été interpellés simultanément. 3 autres passeurs de migrants clandestins d'origine éthiopienne ont été interpellés et placés en garde à vue. Ces trafiquants gagnaient la somme de 30 000 francs par personne dans l'acheminement de ce migrant vers Obok. Au cours de cette opération, 18 personnes soupçonnées donc en qualité d'auteurs, co-auteurs et complices ont été interpellées et placées en garde à vue. Ces derniers ont été traduits aujourd'hui devant la justice pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. En Libye, notamment, 150 réfugiés évacués d'un camion de détention par l'ONU. L'ONU donc a annoncé hier avoir évacué 150 réfugiés supplémentaires d'un centre de détention à Tripoli touché par des combats, ajoutant ne pas avoir été en mesure d'en déplacer d'autres en raison de l'intensification des affrontements. Le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, donc, a précisé avoir évacué ces réfugiés, parmi lesquels des femmes et des enfants du centre de détention d'Abou Selem dans le sud de la capitale libyenne vers son centre de rassemblement et de départ dans le centre-ville. Cette opération a été effectuée au milieu de violents combats entre les forces du maréchal Khalifa Haftar et celles du gouvernement d'union nationale libyen. Au moins 174 personnes ont été tuées et 758 autres blessées dans la bataille pour le contrôle de Tripoli, a annoncé hier l'Organisation mondiale de la santé. Et c'était dans les titres, l'Union européenne refuse de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a rappelé que l'Union européenne refusait de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan hier devant le Parlement européen de Strasbourg, réuni pour la dernière session plénière avant les élections. Un rappel qui fait suite à la récente annonce de Donald Trump, le président américain, de reconnaître l'annexion du Golan par Israël. Les Européens donc refusent de s'aligner sur la politique américaine au Proche-Orient. Et enfin, Indonésie, donc le président sortant Joko Widodo donné gagnant face à un ex-général. Le président sortant Joko Widodo est donné gagnant de l'élection d'aujourd'hui en Indonésie et apparaît en course pour un second mandat à la tête du pays, du plus grand pays musulman au monde, selon les premières estimations de 3 instituts de sondage. Plus de 190 millions
d'Indonésiens étaient appelés aux urnes des jungles de Bornéo à la mégalopole de Jakarta pour élire leur président, mais aussi renouveler leur parlement national et local lors d'un scrutin géant. Joko Widodo vit comme un musulman modéré et son adversaire, l'ex-général Prabowo Subianto, qui vient diriger le pays avec poigne, ont mené des campagnes virulentes et multiplié les efforts pour séduire l'électorat musulman conservateur. Selon les estimations de 3 instituts de sondage calculés à partir des premiers comptages dans les bureaux de vote, Joko Widodo bénéficiait de quelques 55% des voix contre 44% environ à son adversaire. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée sur Téléjoudi.